sanitaire inédite qui nous met tous en confinement. Nous avons le plaisir de vous accueillir au travers de ce webinaire qui remplace le format initialement prévu en présentiel à travers un Happy New Day. Vous verrez, nous avons essayé de condenser le contenu de cette formation pour nous adapter donc au mode à distance. Mais bien entendu, nous relancerons des événements en présentiel dès que les conditions sanitaires seront à nouveau réunies. Bien entendu, dès aujourd'hui, l'ensemble des équipes Javista sont présentes et sont prêtes à vous accompagner. Autour de ce webinaire, vous êtes entre clients, entre prospects, entre sociétés partenaires, mais il y a aussi quelques consultants Javista, en plus des présentateurs qu'on verra plus loin, qui sont donc présents. Lors de ce webinaire, on va vous adresser des questions via le petit fil de discussion. Nous vous invitons pour y répondre, en fait, à les liker. J'ai le plaisir de vous présenter les intervenants du jour. Notre MVP, Clément Olivier, qui assurera le volet formation. Notre responsable de l'innovation, Armand Coury, qui vous présentera globalement l'étendue de la Power Platform. Et moi-même, Thierry Grappin, plutôt spécialisé sur la gestion de vos cas d'usage. Javista est une société qui apprécie partager son savoir, son savoir-faire. On vous invite dès à présent à nous suivre sur notre page LinkedIn. Vous y trouverez en fait un grand nombre d'informations. Il y a des livres blancs, il y a des retours d'expérience ou des réalisations déjà effectuées en clientèle. Bref, une somme de savoirs complémentaires que l'on partage à votre destination. Qu'est-ce que vous allez apprendre aujourd'hui? Notre ambition, c'est de vous permettre d'être capable, à l'issue de ce webinaire, de décrire les composants de la Power Platform, d'en expliquer la valeur auprès de vos directions générales respectives, d'être bien entendu capable de rentrer dans les composants que vous allez voir et de prendre la main et de réaliser votre première application simple et de vous projeter en fait pour apporter des réponses aux use cases, aux cas métiers pour lesquels vous seriez sollicité. Qu'est-ce que la Power Platform? 4 briques globales: Power Apps, Power Automate, Power BI et Power Virtual Agent. La formation aujourd'hui va se concentrer sur Power Apps et sur Power Automate. En synthèse, faire des applications, faire des processus. Power BI vous permettra de faire de l'analytics sur vos données et Power Virtual Agent d'embarquer un chatbot sur vos différents extranets, portails et j'en passe. Cette Power Platform, quelle est la valeur qu'elle va vous apporter? Déjà, de remettre de la simplicité et de la rapidité pour répondre aux besoins métiers, à l'approche qu'on va voir avec Armand et Clément, l'approche low-code, no-code. L'idée aussi, c'est de fédérer les applications existantes, de fédérer la data, de la rendre intelligente en permettant d'ajouter des services type intelligence artificielle pour vous aider à descendre encore plus loin dans l'analyse de vos données. D'enrichir aussi des applications en vue de favoriser l'adoption, proposer des applications simples ayant une meilleure UX, meilleure UI, et de les personnaliser en fonction des besoins métiers.
Notre retour d'expérience nous a montré qu'on pouvait discerner trois types d'apps. Des apps simples, celles qui sont conçues autour d'une fonctionnalité, voire deux. L'idée, c'est d'utiliser les fonctions low-code et no-code de la plateforme. Ensuite, vous avez un niveau un peu plus élaboré, dont le principal objectif, c'est soit de migrer d'anciennes applications, de créer des applications métiers un peu plus complexes, de les moderniser en les emportant dans le cloud et en maximisant l'expérience utilisateur. Enfin, nous avons des apps beaucoup plus abouties, des apps dites innovantes qui vont, en plus des deux premières étapes, embarquer des composants intelligents, notamment de l'intelligence artificielle. C'est ainsi, pour vous montrer, illustrer un peu ce propos, qu'on est capable de vous montrer ce qu'on a fait de manière simple comme application pour onboarder, là dans notre cas d'usage des clients. Application très simple pour illustrer en fait un processus collaboratif initialement composé de fichiers Excel, de documents papier et d'espaces de stockage sur SharePoint. Niveau 1 d'application. Niveau 2 d'application, d'avoir une app beaucoup plus orientée métier avec une UX intéressante, mais connectée dans un écosystème connu, tel que par exemple du Dynamics ou votre ERP ou votre solution métier. Enfin, le niveau 3, c'est d'ajouter à tout ça du chatbot, de la prédiction, donc de l'intelligence artificielle, des services cognitifs, bref, l'ensemble de services intelligents évolués qu'on peut trouver par exemple sur la plateforme Azure. Dans tous les cas de figure, des cas métiers, vous en avez partout, que ce soit dédié à un métier. Notre technicien qui va peut-être faire une intervention et qui doit prendre une photo d'un incident et le reporter dans un formulaire. Un besoin de processus transverse. On a tous des demandes d'engagement budgétaire, des demandes de déplacement, bref, des demandes transverses. Vous avez des use cases présents à tous les niveaux. Des use cases aussi, parfois, qu'il serait très onéreux de développer dans votre ERP actuel ou sur une autre technologie. Bref, on a des opportunités de répondre à vos métiers simplement, rapidement, et d'avoir une réponse dans une qualité d'ergonomie pour l'utilisateur, maximisant son adoption. J'ai le plaisir de passer la parole maintenant à Armand, qui va vous présenter globalement la Power Platform. Armand, c'est à toi, je te laisse la main. Allô? Très bien, Armand, à Vous toi. m'entendez? Oui. Super, bonjour à tous. Donc tout d'abord, avant de démarrer, je vais vous poser trois questions. Merci de répondre dans le chat. Donc par juste un plus un. Donc tout d'abord, donc qui a vu déjà une démo sur Power Apps? Si vous regardez le chat, il y aura cette question. Merci de répondre juste par plus un. Ça nous suffira. Super. Et la deuxième question, donc, qui utilise ou ses collègues utilisent une ou plusieurs apps Power Apps en production?
Bon, c'est bon. Et on part pour la troisième et dernière question. Donc, qui prévoit mettre en production une ou plusieurs apps prochainement? OK. Donc, merci beaucoup, messieurs. Donc là, je vais partager mon écran et on démarre la présentation. OK. Bon, vous voyez mon écran? C'est bon, Armand. OK, super. Donc, avec un petit recul, donc, on s'aperçoit que les métiers cherchent des solutions pour confronter les enjeux suivants. Donc, les entreprises collectent, comme vous le savez déjà, des données structurées et non structurées depuis des années. On peut même dire qu'elles sont submergées de données de partout, avec des données clients, des fournisseurs, partenaires, les réseaux sociaux, les sources tierces et même aussi les données qui sont générées en interne. Donc, si on arrive à les stocker, elles sont figées dans des documents, que ce soit papier ou digitaux, ou dispersées dans des systèmes qui ne communiquent pas, donc sans reporting, pratiquement oublié. D'un autre côté, on voit la possibilité donc, de travailler sur plusieurs devices est désormais une nécessité. Donc, je suis sûr que plusieurs d'entre vous ont déjà utilisé leur mobile pour, par exemple, annoter un document, pour voir des slides, pour répondre à des mails, etc. Donc, les smartphones sont tellement performants à nos jours qu'on les utilise désormais plus que nos PC. Mais malheureusement, donc, le développement mobile est toujours cher. Donc, c'est une app peut coûter en moyenne 150 KE et peut aller jusqu'à 300, 320 KE. Et il ne faut pas aussi, donc il faut prendre en considération les coûts cachés des serveurs, des bases de données, des licences, de la main-d'œuvre de spécialisée de maintenance et évolution, etc. Et donc là, on voit une grande partie aussi, une grande majorité de ces projets qui sont directement financés ou poussés par les métiers eux-mêmes. Mais le développement et la configuration des apps est difficile pour plusieurs raisons que vous connaissez. Donc, c'est difficile d'appliquer une seule ligne directrice dans l'entreprise et de faire suivre les standards à tout le monde, par exemple, de casser les silos et en même temps gérer la sécurité, la conformité et la gouvernance, donc tout en démarrant de zéro aussi. En plus, rares sont les compétences de développement de solutions multi-device, web et mobile à la fois, et les développeurs qui ont des compétences allant du BI jusqu'à l'IA. Donc d'un côté, vos clients finaux se digitalisent et vous essayez de suivre rapidement cette tendance en agilité afin d'offrir la meilleure expérience client. Mais de notre côté, la friction entre les attentes des métiers et ce que l'IT peut offrir rapidement ne cesse d'exister. Donc, ce qui entraîne l'augmentation du nombre de projets IT qui sont priorisés et financés directement par les BU métiers eux-mêmes. Et si vous aviez une solution qui vous aidera à traiter ces enjeux métiers et IT à la fois, donc là, je vous présente la Power Platform. Donc, c'est la plateforme de développement low-code, no-code de Microsoft qui répond exactement à ces besoins. Donc, elle est composée de 4 modules. Donc, comme Thierry vient de l'indiquer, je vais aller plus en détail. Donc, ces modules sont complémentaires. Ils se complètent. Donc, on démarre avec Power BI pour créer des rapports et tableaux de bord
et analyser les données. Donc, beaucoup d'entreprises l'utilisent déjà. Donc, selon Gartner, c'est la solution leader en visualisation des données, et ceci depuis quelques années. Puis après, on a Power Apps pour construire facilement vos propres apps web, tablettes et mobiles. Donc, que ce soit sur iOS, sur Android ou bien sur Windows, qui vous permettent de visualiser vos données et de prendre des actions là-dessus. Puis, on passe vers Power Automate, qui vous permet d'automatiser vos processus, d'intégrer vos systèmes et juste tout récemment de faire même du RPA. Donc, le RPA, c'est pour ceux qui ne sont pas familiers avec le terme, c'est Robotic Process Automation. Donc, ça ouvre la possibilité d'automatisation avec des systèmes que ne proposent pas d'API, donc avec lesquels on ne peut pas intégrer techniquement. Pour ce cas, l'automatisation se fait en 2 temps. Donc, tout d'abord, un agent humain doit enregistrer sur Power Automate les différentes tâches manuelles qu'il fait normalement sur un ou plusieurs systèmes. Et puis après, donc dès que cet enregistrement est prêt dans Power Automate et il est bien paramétré, donc on pourra le déclencher automatiquement pour réaliser exactement les mêmes clics sur les mêmes systèmes, donc comme si c'était un agent humain qui lui-même réalise ces tâches. Donc le dernier module, le Power Virtual Agents, c'est un tout nouveau module qui vous permet de créer vos propres chatbots sans avoir à coder en fait. Donc, ces 4 modules s'appuient sur les data connectors. Donc, pour se connecter à plus de 130, même plus maintenant, sources de données, donc type SharePoint, Dynamics 365, Salesforce, SAP, ou d'autres services gratuits sur le web. Donc, et tout ça sans avoir recours à du dev. Donc, les métiers peuvent les utiliser dans leurs applications directement. Le deuxième module commun, c'est AI Builder, donc pour enrichir vos applications avec des fonctionnalités d'intelligence artificielle, donc des modèles pré-packagés, prêts à l'usage, sans développement. Et enfin, donc, la base de données de la Power Platform, c'est le Common Data Service. C'est une base de données fiable, robuste, pour stocker les données structurées, donc qui est aussi également simple d'usage à travers une interface web. Donc, on n'a pas besoin d'être un ingénieur base de données pour les utiliser. Donc, toute cette plateforme qu'on a vue, elle est intégrée en natif avec les produits Office 365, comme SharePoint, Teams, Outlook, etc. Elle est intégrée également en natif avec Dynamics 365. On peut, par exemple, créer un processus Power Automate directement à travers une librairie SharePoint ou même visualiser une app Power Apps dans un onglet spécifique dans Canal Teams. Donc, tout ça, c'est possible. Pour illustrer un peu plus ce qu'on peut faire avec ces modules, avant de passer à l'exemple sous le capot, disons, avec Clément, je vais prendre un exemple qui a été partagé avec un des participants. C'est la digitalisation d'un catalogue de services. Donc, pour digitaliser un catalogue de services, on peut par exemple imaginer une app Power Apps. Donc, vous pouvez créer l'interface graphique avec Power Apps. Donc, avec cette interface, les collaborateurs pourront l'utiliser pour consulter le catalogue, les détails d'un service et aussi peut-être remplir un formulaire de demande de service. Donc, imaginons que le catalogue de services était déjà présent sur SharePoint. Donc, on peut se connecter à travers le connecteur SharePoint vers cette source de données pour avoir les informations de tous ces services. Mais imaginons que les demandes n'étaient pas une fonctionnalité qui existait dans SharePoint, donc qui va être ajoutée à travers cette application Power Platform et on va l'intégrer dans le Common Data Service. Donc, c'est juste pour vous illustrer qu'à travers une seule app, on peut se connecter à plusieurs sources de données et même lier les données entre eux pour rendre une interface conviviale à l'utilisateur. Donc, suite à un clic sur un bouton envoyé à travers le formulaire de demande,
la demande est envoyée à travers un workflow Power Automate pour approbation du manager de ce collaborateur. Donc, le manager peut aussi, à travers un connecteur vers Active Directory, on peut avoir le manager de la personne très simplement sans développement. Le manager va recevoir donc sa demande d'approbation à travers un mail Outlook. Il peut répondre directement à travers le mail Outlook en approuvant ou bien pas. Et disons, donc il va approuver cette demande. On peut avoir ce workflow qui va envoyer un message vers le canal team de l'équipe que voilà, vous avez une nouvelle demande de service, de ce service en fait. Et puis, on peut aussi imaginer un autre workflow qui va se déclencher à travers Power Automate pour la réalisation du service. Donc, il va aider l'équipe pour tout le long de la réalisation du service. Donc, de son côté, le chef du département, donc, il doit savoir qu'est-ce qui se passe dans son département, quels sont les services qui sont les plus demandés, quel est le statut des demandes, etc. Donc, il peut, à travers un dashboard Power BI qui est aussi réalisé en low-code, visualiser tout le statut de ce qui se passe dans son département. Il peut même aussi, à travers une app qui est embarquée dans le tableau de bord Power BI, envoyer un message directement à l'équipe lorsqu'il voit qu'il y a une demande très importante, mais ça fait deux, trois semaines qui est là et qui n'est pas encore réalisée. Donc, c'est juste pour vous indiquer comment on peut prendre aussi des actions en embarquant une app Power Apps dans le tableau de bord Power BI. Donc, de cette façon, les décideurs, les managers peuvent prendre des actions directement, des actions correctives directement sur les datas qu'ils visualisent. Donc, ça ne sera plus uniquement de l'analyse de données Power BI. Et puis aussi pour les nouveaux collaborateurs qui ne sont pas vraiment donc formés sur la différence entre les différents services et pour enfin simplifier le choix du service par rapport à leurs besoins, on peut imaginer aussi un chatbot construit sur Power Virtual Agents qui est exposé à travers Skype ou Teams ou un intranet SharePoint, à travers lequel donc ces collaborateurs, ces nouveaux collaborateurs pourront demander des questions ou bien répondre à certaines questions pour que le chatbot les aiguille dans la bonne direction et dans leur choix du bon service. Donc ça, c'est un des exemples, par exemple, qu'on peut. Donc, on voit qu'on a utilisé toutes les briques à peu près toutes les briques de la Power Platform avec les connecteurs, sans vraiment coder, sans développeur, tout en restant dans la gouvernance, etc. de l'IT. Donc, bien que c'est une plateforme donc low-code, no-code, ciblée principalement aux citizen developers, donc aux power users des métiers, elle est également extensible par les développeurs pro. Donc, ils pourront, par exemple, développer de nouveaux connecteurs vers des sources de données et les mettre à disposition des métiers pour qu'ils puissent les utiliser dans leur app, dans leur rapport, dans leur processus. Donc, imaginons que vous avez des systèmes en interne développés in-house. Donc, certainement, il n'y a pas de connecteur sur le marketplace de Microsoft pour s'y connecter. Vous pouvez, avec vos développeurs ou bien avec un prestataire comme Javista, développer un connecteur aussi très facilement pour se connecter à ces sources de données. Donc, ils peuvent également développer des composants graphiques avancés ou des actions pour les métiers pour qu'ils puissent les glisser et déposer dans leurs applications, dans leurs processus, dans leurs rapports, et même développer des fonctionnalités sur Azure. Donc, on va voir aussi que la plateforme est intégrée nativement avec Azure pour utiliser les services cognitifs, par exemple, les Azure Fonctions, l'Azure Machine Learning, etc., lorsque la plateforme atteint ses limites en termes de low-code, no-code. Donc, l'équipe IT aussi, de son côté, pourra tranquillement gérer l'aspect sécurité, opération, administration et gouvernance d'une façon centralisée, sans toujours limiter la liberté des métiers à réaliser leur propre app. Donc,
on va voir aussi la fin du Shadow IT. Ce qu'il faut retenir donc, c'est que la Power Platform permet aux métiers, à l'IT et aux développeurs de collaborer de la façon la plus simple et efficace afin de développer des solutions donc complètes, sécurisées, qui collent exactement aux besoins des utilisateurs finaux, mais toujours sous la gouvernance et le support de l'IT. Donc, everyone is happy. Donc, bien que qu'on peut utiliser chaque module seul, donc on peut imaginer donc réaliser une app par exemple toute petite de gestion de rendez-vous ou un petit processus d'alerte dès qu'un ticket est créé dans Dynamics 365 par exemple. On profite au max de la puissance de la plateforme lorsqu'on utilise tous ces modules en harmonie. Donc, avec toutes les possibilités offertes par les services Azure aussi, cette puissance tendra vraiment vers l'infini. Donc, aucune plateforme ne peut la concurrencer dans le marché actuel. Donc, voici quelques sociétés qui l'utilisent déjà. Donc, il y a 95% par exemple des Fortune 500. Il y a beaucoup de sociétés en France aussi. Vous connaissez tous le cas d'usage SNCF qui l'utilise partout. Plus que des milliers d'applications existent en prod. Enfin, la Power Platform donc, peut répondre à tous vos besoins. Donc, des moins sophistiqués, comme par exemple une toute petite app au processus de productivité personnelle, réalisable en 1 à 12 jours, ou même jusqu'aux plus sophistiqués, comme par exemple une app métier complexe, utilisée par plusieurs profils à travers l'entreprise, qui est réalisable en quelques mois, par exemple. Donc, avant que je ne passe la main à notre MVP Clément pour vous montrer une démo sur Power Apps et Power Automate et aller plus loin, donc vous montrer ce qui se passe sous le capot. Donc, je vais voir si vous avez déjà des questions sur ce que vous avez vu. Vous pouvez poser les questions ou bien donc activer vos micros ou bien dans le chat, comme vous voulez. En route pour la démo. Ok, donc vous pouvez toujours poser vos questions donc, durant la démo si vous voulez. On essaiera de répondre en parallèle. Donc, je passe la main maintenant à Clément. Bonjour à tous. Oui, vas-y Clément, je vais répondre Okay, à la question mode offline en chat. Ok, ça marche. Alors du coup, comme l'a dit Armand, moi je vais vous faire une petite présentation dans un premier temps un peu de l'environnement Power Apps. Qu'est-ce qu'on peut faire depuis l'interface, le site powerapps.com, les différentes possibilités que vous allez avoir en termes de création d'applications, de flow, tout ce que vous allez pouvoir faire depuis cette interface. Ensuite, je vais vous faire une démo de l'application justement qui est faite durant le Happy New Day. Donc, comment elle fonctionne et ensuite, en effet, on va aller voir un peu sous le capot pour un peu que je vous explique comment elle est construite. Les possibilités d'évolution en termes de personnalisation, de couleurs, de texte, des choses assez basiques, mais qui changent très rapidement le rendu de l'application finalement, et qui est plutôt très sympa. Et aussi vous montrer quelques mises en place de fonctionnalités assez sympas rapidement. Et ensuite, quand on aura fait ce petit tour au niveau des Power Apps et plus précisément des Canvas Apps, du coup, on passera sur la partie Power Automate, donc tout ce qui est les processus d'automatisation qui vont être embarqués ou appelés depuis notre application pour étendre ses capacités. Alors,
je vais vous partager mon écran, mais avant de rentrer dans le vif du sujet, je vais vous poser 3 petites questions, si vous voulez bien. Alors, première question. Dans le chat, c'est toujours la même logique que tout à l'heure avec les plus 1. C'est un peu pour cibler quel type de rôle vous avez. Et, ok. Très bien. Après, j'ai quasiment la même question, mais plutôt côté DSI. Et enfin, dernière question. Finalement, qui s'est déjà servi de la plateforme qu'on nomme low-code aujourd'hui? Ok, top. Vous allez pouvoir continuer à répondre, hein, si, si vous voulez. Moi, je vais passer plus sur la présentation de l'outil parce que finalement, il y a pas mal de choses à montrer. Je vais, on va dire, survoler certaines parties, juste les mentionner parce qu'on ne va pas rentrer dans les détails de tout ce qu'on peut faire. Sinon, il nous faudrait beaucoup plus que on pourra faire éventuellement d'autres webinaires, comme l'a dit Thierry tout à l'heure, pour préciser des fonctionnalités. Mais voilà, l'idée, c'est que votre point d'entrée pour faire une Power App, ça va être le site internet make.powerapps.com. Donc, ça va vous faire arriver sur cet écran. Donc, première partie, c'est que écran d'accueil. Vous allez retrouver plusieurs sections dans cet écran pour démarrer ou continuer le travail sur une de vos applications en cours. Donc, comme on l'a dit précédemment, on avait la possibilité de créer des applications depuis des sources de données que vous utilisez déjà. Donc, comme là, on peut voir que souvent il y a du SharePoint, de l'Excel, du CDS aussi, et beaucoup d'autres sources de données. Je ne vais pas les lister toute une par une, mais la majorité des systèmes utilisés aujourd'hui, notamment en mode offline, sont accessibles. Ensuite, vous allez avoir la possibilité de créer différents types d'applications. Nous, aujourd'hui, on va se focaliser sur la partie Canvas. Donc, c'est vraiment les applications qui sont personnalisables en termes d'interface graphique, notamment, de A à Z. Vous allez vraiment pouvoir tout faire selon vos besoins, selon votre besoin graphique, selon votre besoin de fonctionnalité. On a les deux modèles DrivenNet qui rejoignent plus le monde du CRM, pour ceux qui connaissent. Et enfin, les portails qui permettent d'exposer des données de vos systèmes vers des clients ou des personnes hors de votre organisation, par exemple. Ensuite, si on descend un petit peu plus bas, vous allez avoir la liste des applications que vous avez sur votre environnement. Donc là, par défaut, on en a plusieurs qui sont mises à disposition. Et nous, on va aller par la suite se focaliser sur une application qui permet de comparer des ordinateurs qu'on a préchargés initialement dans notre application, et ensuite de faire une demande à notre potentiel top management pour demander cet ordinateur pour travailler, par exemple. Donc ça va vraiment être la partie accueil. Ensuite, si je retourne sur la partie de gauche de l'écran, vous avez le Learn. Learn, c'est un lien qui va vous permettre de rejoindre tout ce qui est communauté, tout ce qui est information autour de Power Apps, pour trouver les informations sur les points bloquants que vous pouvez avoir, les dernières fonctionnalités qui sont sorties, tout ce qui touche à l'outil en lui-même, qui vont vous permettre de connaître toutes ces capacités et répondre à vos différentes questions. Ensuite, on va avoir l'onglet Apps. Donc, on retrouve un petit peu ce qu'on avait juste avant. Donc, la liste de nos applications.
La différence ici, c'est que si on en sélectionne une, on va avoir plus de possibilités, tout simplement. Donc, première chose, édition, on va aller dessus par la suite pour que je vous montre un peu comment fonctionne l'application. La lecture, donc je vais m'en servir pour faire la démonstration de l'application en elle-même. On a la possibilité de partager cette application à différentes personnes de votre organisation ou même des personnes de l'extérieur. Par défaut, forcément, elle va être partagée au créateur de l'application, mais ensuite, vous avez la possibilité de rajouter les destinataires de cette application assez simplement. Ensuite, vous allez pouvoir exporter l'application pour pouvoir la réutiliser ou la stocker sur votre DevOps ou tout autre outil qui permet de versionner ou faire ce genre de choses votre code source. Ce qui est intéressant aussi, c'est que par défaut, vous allez pouvoir embarquer votre application dans une Teams, dans un canal, et directement utiliser votre application depuis Teams. Donc, pas forcément besoin d'aller sur votre navigateur ou allumer votre tablette ou votre mobile pour avoir l'application. Vous pouvez tout centraliser au même endroit. Il y a un système d'analytics qui permet d'avoir quelques informations sur l'utilisation de l'application, le nombre d'utilisateurs, combien de fois elle a été ouverte, ce genre de données. Et enfin, bien sûr, la suppression. Et si on rentre dans les détails, ça va être intéressant aussi cette partie-là. Vous pouvez voir que, première chose, on a un lien web. Ça vous permet finalement de... Voilà, j'ai raté tout le début, quoi. Attention, votre micro n'est pas coupé. Donc, je disais que vous allez avoir un lien web qui vous permet d'accéder à l'application de n'importe où. Ensuite, vous allez avoir un onglet version qui va être très intéressant. Ça vous permet d'un coup d'œil de voir quelle version de l'application est publiée, finalement, est live pour tous les utilisateurs, et les autres versions sur lesquelles vous avez travaillé. Vous avez la possibilité de mettre des notes pour savoir à quoi correspond chaque version. Et ce qui va être aussi intéressant, c'est que si besoin, on a la possibilité de restaurer une version pour revenir en arrière en cas de soucis ou d'anomalies non souhaitées. Prochain onglet, on a les connexions. Alors ça va être la liste des différentes connexions, des différents connecteurs qu'on va utiliser dans l'application finalement. Donc là, on utilise notamment le connecteur Office 365 pour récupérer des informations de l'utilisateur. Je vais vous montrer par la suite comment. Flow, ça va lister les flows qui vont être utilisés depuis l'application. Alors, je vais vous expliquer pourquoi on ne voit rien là, mais pourquoi on en verra d'autres par la suite. Mais la liste des flows, analytics, c'est ce que je vous disais, c'est quelques chiffres. Donc ça, c'est vraiment la partie détail par application. Ensuite, on a la création qu'on retrouve un peu comme sur la page d'accueil. Mais en plus, vous allez trouver des exemples d'applications avec des templates pré-créés finalement par Microsoft qui vous permettent notamment quand vous découvrez les Canvas Apps, de regarder comment fonctionne une application déjà créée pour éventuellement comprendre les mécanismes et reprendre potentiellement certaines idées graphiques ou même de fonctionnalités. Donc c'est intéressant comme première base aussi, je trouve. Vous allez avoir un onglet Data. Alors ça va être beaucoup lié aux les entities et les option sets, c'est plus lié au Common Data Service. Donc je ne vais pas forcément m'attarder dessus, mais c'est pour globalement configurer vos données dans ce système. Les data flows, ça va être une fonctionnalité pour importer des données dans votre Common Data Service, donc je ne vais pas m'étendre là-dessus. Il est possible assez simplement aussi d'exporter vos données vers un Azure Data Lake pour réutiliser ces informations dans des Power BI ou tout autre pour stocker les données en fonction de vos besoins. Les connexions, on va retrouver la liste des connexions qui sont utilisées ici au niveau environnement. Juste avant, on avait vu au niveau de l'application, mais là, on est au niveau environnement. Ici, on a la possibilité de créer des nouvelles collections. Et comme le disait Armand, il y a des centaines et des centaines d'applications. Jusqu'à aujourd'hui, j'ai pas eu le cas où un connecteur n'existait pas pour une application intégrée. Ce qui ne veut pas dire qu'il y a tout non plus. Mais de mémoire, il y a plus de 300 connecteurs aujourd'hui. Donc, la possibilité de ne pas retrouver votre application favorite est assez mince, mais
si c'est le cas, on a la possibilité d'aller créer des connecteurs un peu de façon personnalisée pour que vous puissiez exposer votre application non, on va dire, supportée par Microsoft aujourd'hui dans votre application Canvas Apps. Donc, il y a toujours des solutions. Et enfin, pour cette partie, les gateways, ça va vous permettre d'avoir accès à vos données on-premise. On va dire que par défaut, les connecteurs vous permettent d'aller récupérer des informations sur vos différents systèmes online, CDS, SharePoint, Excel Online ou toute autre source de données. Maintenant, si vous avez du CRM on-premise par exemple ou du SharePoint on-premise, on peut aller installer une gateway pour pouvoir accéder à ces données-là. Ensuite, on va avoir un onglet Flow. Je ne vais pas rentrer dedans parce que je vais vous le montrer par la suite quand on va faire la présentation Power Automate. iBuilder, je ne vais pas m'attarder non plus dessus, mais vous avez la possibilité d'utiliser des modèles prédéfinis par Microsoft, comme par exemple la lecture automatique de factures pour récupérer des informations d'une facture et les insérer dans votre source de données, par exemple. C'est un des cas d'usage. Et les solutions, c'est plus qui vont vous permettre enfin de vouloir vous permettre de déplacer une application de votre environnement de développement, par exemple, vers votre environnement de production en quelques clics. Donc, c'est pour permettre notamment de packager vos différents contrôles et éléments pour ensuite les réutiliser ou même les stocker. Donc ça, c'était un rapide tour de l'espace. Ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais vous montrer l'application en elle-même. Donc on va faire, elle n'est pas très longue, ça va être assez rapide. Hein. Donc l'application en soi, c'est finalement 3 écrans. Je vais vous le montrer par la suite. L'idée, c'est d'avoir une liste de constructeurs d'ordinateurs. À chaque fois qu'on va aller sélectionner un constructeur, on va avoir les ordinateurs liés à ce constructeur qui vont s'afficher dans la partie du milieu. Donc, on a tout type d'ordinateur. Hein. Et ensuite, une fois les différentes informations affichées, on va avoir la possibilité d'aller sélectionner certains ordinateurs pour les comparer. Donc, vous pouvez voir qu'en bas à droite, on a le nombre d'ordinateurs sélectionnés qui augmente à chaque fois que je coche, tout simplement, pour l'aspect visuel de l'utilisateur. On va avoir la possibilité de nettoyer nos comparaisons sélectionnées. Donc, pour l'exemple, je vais prendre 3 ordinateurs au hasard. Hein. Et l'idée, c'est que dès qu'on va aller cliquer sur comparer les trois éléments, on va arriver sur un autre écran qui va nous afficher ces 3 ordinateurs que on a sélectionnés précédemment, avec des informations un peu plus complètes. On voit qu'ici, on a récupéré les informations du processeur, du stockage, la taille de l'ordinateur, etc. Et deuxième étape, finalement, c'est je sélectionne mon ordinateur. Donc, on peut voir qu'à chaque fois qu'on sélectionne l'ordinateur, les informations sur le formulaire de droite s'adaptent en fonction de l'ordinateur sélectionné. Et moi, en tant qu'utilisateur de l'application, je vais envoyer un mail à mon manager. Donc, ici, ça va être notre email de démo. Hein, et j'aimerais avoir ce PC. Donc, ici, j'écris un petit commentaire qui pourrait être utilisé par la suite. Donc, je fais une demande pour cet ordinateur-là précisément. Donc, ça nous emmène sur un écran de validation pour dire que ma demande a bien été envoyée. Donc, avec un petit récap de l'ordinateur choisi, le prix qu'on avait, le commentaire que j'ai rempli juste avant et la date. Et on va dire que, grosso modo, l'application est là. Un autre point intéressant, c'est qu'en fait, quand j'ai fait ma demande, ça a utilisé la brique dont Armand a parlé juste avant, la brique d'approbation de Power Automate, sur laquelle je vais revenir après. Comme c'est 2 choses différentes, je vais revenir là-dessus après. Mais voilà, l'idée de la démo, c'est de ça, c'est de sélectionner des ordinateurs, les comparer et d'envoyer une demande. Alors, pour voir un peu comment on a créé, cette application a été créée, on va aller dans le studio, tout simplement. Alors, je vais vous présenter rapidement le studio et après, je vais vous montrer quelques fonctionnalités qui sont utilisées dans l'application existante et même comment les étendre. Donc, ici, on va voir notre premier écran qu'on a vu tout à l'heure avec une liste. Pardon, je vais trop vite. On va avoir un premier écran en haut avec
vous voyez que le rendu graphique est un peu similaire à du Excel, hein, comme on aime bien le dire. Les Canvas Apps, on peut s'en sortir à partir du moment où on connaît un peu la syntaxe Excel. Ça ressemble pas mal. Donc on va avoir un bouton Home qui va vous permettre de créer des nouveaux écrans avec des templates prédéfinis ici, en fonction de vos besoins. Donc souvent, on parle d'un template blanc, mais comme je disais tout à l'heure, ça peut être une bonne manière de voir comment est construit un écran prédéfini avec un formulaire, des données, etc. On va avoir des options pour gérer l'affichage de vos données, de vos contrôles, on va dire. Ensuite, vous allez avoir un onglet insertion. C'est un des onglets que vous allez utiliser le plus souvent finalement. Donc on retrouve les créations d'écran. On retrouve l'ajout de différents labels dans votre interface, des boutons. Vous avez tout type de champs texte qui vont pouvoir être utilisés dans votre application. On va avoir des listes déroulantes, des checkbox, des sliders, des timers. Enfin, les possibilités sont assez larges pour répondre à tous vos besoins. On va avoir des galeries. Donc ça va vous permettre d'afficher un ensemble de données que vous avez. Dans notre cas, notre liste de constructeurs, ça va être une galerie. Notre liste d'ordinateurs, ça va être une autre galerie qui vont communiquer ensemble finalement. Donc on a, oui, une liste d'informations qu'on peut formater et leur offrir un rendu assez spécifique. On va avoir des tables de données, donc tout simplement pour afficher des données de façon assez brute dans votre écran. On va avoir des formulaires, donc rajouter des formulaires assez simplement en édition, en affichage, ou même en création, bien sûr. L'onglet médias va pouvoir vous permettre de rajouter des images, utiliser les vidéos, les fonctionnalités audio ou micro de votre appareil, téléphone, ordinateur, tablette. On va avoir des graphiques. En quelques clics, on peut faire des rendus graphiques. Je vais vous montrer un exemple par la suite. Donc, en fonction des sources de données que vous allez pouvoir avoir et des traitements que vous faites dans votre application, vous allez pouvoir les utiliser pour faire des graphiques et avoir un rendu un peu plus parlant parfois pour l'utilisateur. Un jeu d'icônes assez important, donc faut les parcourir pour retrouver celles dont vous avez besoin. Et enfin, la e-builder dont je parlais rapidement, donc le processeur de cartes de visite, de formulaires, etc. Donc ça va être la partie haute. Ensuite, ce qu'on peut voir en dessous, c'est que on a deux cases, deux champs. Donc, un peu comme Excel, on va avoir la case de gauche qui va vous permettre d'accéder à des propriétés en fonction de l'élément que vous avez sélectionné dans le studio. Et sur la droite, vous allez avoir une fonction qui est liée à cet élément. Donc là, par exemple, je vois que mon écran principal, la couleur de remplissage de cet écran va être, alors ça c'est le code RGBA du blanc, mais on pourrait tout simplement changer le code pour que ça change de couleur. Donc c'est un exemple d'utilisation de cette barre de commande. On va revenir dessus avec d'autres exemples par la suite, mais je vais continuer sur le studio finalement. Donc la partie de droite, on va avoir l'arbre qui vous montre un peu tout ce qu'il y a dans votre application. Donc par défaut, on a le niveau écran, et ensuite on a chaque contrôle qui est dans l'écran. Donc je ne sais pas si vous voyez, quand je sélectionne un bouton, on voit qu'il est entouré aussi sur l'écran pour qu'on puisse savoir exactement ce qu'on a sélectionné. Donc là, j'ai sélectionné la grille des ordinateurs. Ici, ça va être le haut de l'application, et là, la grille des constructeurs. De la même manière, on a la même logique dans tous les écrans. Ensuite, le petit plus, on va retrouver l'onglet Insert qu'on vient de voir juste avant, mais sous une autre forme. On a la partie Data Source. Ici, ça va montrer de 1 ce que vous avez utilisé dans votre application. Donc, comme je disais tout à l'heure, on utilise la source de données Office 365 pour notamment afficher mon nom d'utilisateur dans l'application. On va utiliser notre liste d'ordinateurs et de constructeurs qui viennent d'une source Excel, tout simplement. Alors là, on a utilisé Excel pour l'exemple, mais on aurait pu utiliser du SharePoint ou tout autre.
on va avoir quand même une entité du Common Data Service pour justement stocker les demandes d'ordinateurs. Et enfin, localement, on va avoir une liste qui va vous permettre de faire cette comparaison d'ordinateurs. Et comme je vous montrais tout à l'heure, on va toujours retrouver toute notre liste de connecteurs si vous voulez en rajouter. Et enfin, sur la droite, alors ça, je vais passer rapidement parce que c'est toujours en expérimental comme vous le voyez. Microsoft met à disposition des outils qui sont très, très, très efficaces, notamment pour le moniteur. Ça vous permet un peu de traquer toute l'activité qui se passe autour de votre application. Et après, un système de test pour voir comment ça se passe dans votre application. Alors, pour vous montrer un peu les capacités de modification d'une application, c'est très simple. Vous voyez, ici, dans ma grille, j'ai tous mes ordinateurs. Et en fait, ce qui va être sympa, c'est qu'on va devoir personnaliser que la première case pour que ça se répercute sur toutes les autres. Par exemple, si mon compare, je veux qu'il soit plus bas, bah, je les déplace plus bas, tout simplement. Si je veux que mon image, on est l'image, mais que finalement on veut un fond d'une autre couleur. Ici, vous avez les propriétés tout à droite, les propriétés de l'élément que vous avez sélectionné. Donc là, si on prend la couleur, comme je disais, je veux que chaque ordinateur ait un fond vert. Tac, le fond est rempli automatiquement et c'est répercuté sur chaque élément de la grille. Donc ça va être intéressant. On peut voir aussi que en termes de formules un peu plus précises, ici j'ai sélectionné un bouton. On va dire que sur l'élément, à partir du moment où je clique sur le bouton, on va faire un système voilà, une action. Ici, par exemple, on va dire je change d'écran et je vais sur l'écran Compare Screen qu'on a vu juste avant, qui se trouve ici, avec une transition. Alors non, là, on a mis non, mais on a plusieurs possibilités. Si je veux qu'il y ait un peu un effet de style de transition, on peut changer cette information. Et là, si je reprends l'exemple et que je clique sur Compare, on va avoir cet effet un peu plus sympa, on va dire, sur le changement d'écran. Ce qui va être intéressant aussi, c'est que, comme je vous disais juste avant, on parlait de Office 365. Là, automatiquement, je récupère le contexte de l'utilisateur qui ouvre l'application. Donc là, dans ce cas-là, je suis l'abadmin. C'est mon nom ici. Si je voulais que ça soit un peu plus sympa, comme vous voyez, j'ai un petit logo Javista au à droite. On va pouvoir la rajouter assez simplement. Donc l'idée, ça serait de rajouter une image que je vais positionner où je veux dans l'écran. Alors, la mode en ce moment, c'est d'avoir des logos un peu arrondis. Donc, on va définir un logo plus arrondi pour que ça soit plus sympa. Et en fait, sur la propriété image de mon élément, on a Office 365 qui nous met à disposition une fonction qui s'appelle User, qui nous met à disposition, comme on l'a vu juste avant, le nom de l'utilisateur qui est connecté, son email ou même son image. Donc là, tout simplement, si je clique l'image, ça va récupérer automatiquement l'image qui est associée à mon compte sur Office 365. Donc là, concrètement, ça m'a pris 10 secondes pour rajouter mon logo et c'est quand même vachement plus sympa pour le rendu graphique. Si on peut vous montrer des éléments assez sympas aussi pour faire des rendus. Alors là, j'avais créé tout simplement un graphique qui permet de filtrer par constructeur et lister le nombre d'ordinateurs qu'on a pour chaque constructeur. Donc ça permet d'afficher vos données de façon un peu plus sympa et visuelle pour l'utilisateur. Et si on va avoir des interactions sur la droite, on va avoir des interactions entre les éléments. Notamment, ici, on a défini un slider donc qui peut aller de 0 à 100, tout simplement dans la valeur. Et ici, on a défini un champ texte donc, dans lequel je peux écrire ce que je veux. Et ces deux éléments vont influer sur le texte qui va être affiché en dessous. Alors, quand je dis influer, c'est que
le texte, donc l'information qui va être affichée dans le label. Je lui ai dit, attention, on va écrire bonjour de façon brute, et par la suite, je vais récupérer ce qui a écrit dans mon champ texte qui est juste au-dessus. Donc là, on bonjour text input, parce que il est écrit text input ici. Si j'écris Clément, tout simplement, ça va récupérer dynamiquement l'information et ça va écrire bonjour Clément. La deuxième interaction qu'on va avoir entre le label et le slider, ça va être en fonction de la valeur de mon slider. Je vais changer la taille de la police de mon label. Donc ici, dans les propriétés, on va retrouver la taille de la police, donc size. Et là, tout simplement, je vais dire, pour la taille de ma police, je veux que tu récupères la valeur à un instant T de mon slider. Donc l'objet, tout simplement, quand on fait un point, on va avoir accès aux différentes propriétés disponibles pour l'objet. Et nous, ce qui va nous intéresser, c'est la valeur qui est sélectionnée, donc le point value. Et donc, on peut voir que si je m'amuse à bouger un peu le slider, ça va faire bouger la taille du texte. Et comme on a vu tout à l'heure, avec le champ texte, ça va changer ce qui est affiché dans le label. Donc, vous pouvez voir qu'en quelques instants, on peut rajouter des choses, des interconnexions entre les éléments de notre application. Et voilà, là on est sur vraiment un exemple basique, hein, un label, un champ texte et une taille, mais on peut bien sûr pousser la chose un peu plus loin, interagir avec différentes sources de données en fonction d'une sélection. Dans une première source, on pourra afficher les éléments liés dans une deuxième source. Les possibilités sont assez énormes. Et comme je le disais tout à l'heure, ce qui est bien sur les Canvas Apps, c'est que si je reviens sur un écran qui est déjà prédéfini, c'est que là, l'écran qui a été fait comme ça, c'est parce que je l'ai fait comme ça. J'aurais pu changer toutes les couleurs, j'aurais pu changer la taille des galeries, rajouter d'autres couleurs, faire des arrondis, etc. etc. Les possibilités sont assez folles. Les canvas s'adaptent aux écrans. Alors, automatiquement, non. On a la possibilité de définir une taille, on va dire, standard. Là, on est parti sur une taille de tablette, par exemple. Mais l'application peut en effet s'adapter aux écrans en ajustant quelques règles sur les positionnements des éléments, mais ça ne va pas être automatique. Il y a un peu de retravail à faire sur votre application pour qu'elle s'adapte à l'écran. Est-ce que là, j'ai fait un tour très rapide de la partie Canvas. Je vous ai montré comment rajouter des éléments et un peu personnaliser les couleurs, etc. Est-ce que vous avez des petites questions dessus avant qu'on passe sur la partie Power Automate ? Clément, Xavier avait une question concernant est-ce que le système propose des fonctions pour un élément où on doit connaître le code pour les fonctions? Alors, vous avez la doc Microsoft qui permet de voir pour chaque type de contrôle, que ce soit un bouton, un texte ou autre, les différentes propriétés qui sont disponibles et aussi toutes les fonctions, on va dire standards, qui sont proposées par l'application. Que ce soit des filtres de données, des changements de couleur, des calculs mathématiques. Vous allez retrouver la majorité des possibilités que vous avez dans Excel aujourd'hui. Merci Clément. Et en plus, donc là, il y a du IntelliSense. Donc dès que vous tapez le début d'une fonction, vous avez le système vous la complète, etc. Donc il y a une aide comme ce qu'on voit avec les fonctions dans Excel également, si on ne connaît pas tous les paramètres qu'il faut mettre, etc. Alors pour répondre aux questions au niveau des images, alors vous avez plusieurs aspects au niveau des images.
Là, par exemple, les images qui reviennent pour les ordinateurs ou même les constructeurs ou aussi le logo Javista, ça vient de la source de données. Donc, on récupère l'image depuis la source et on l'affiche dans notre application. Maintenant, vous avez la possibilité d'intégrer des éléments depuis votre ordinateur. C'est vrai que je ne vais pas passer dessus autant pour moi. Vous avez dans l'onglet View un bouton média où ici, vous allez pouvoir embarquer des images pour des éléments graphiques que vous allez réutiliser dans votre ordinateur. Et depuis ce bouton Browse, vous allez pouvoir sélectionner vos images, vidéo ou audio que vous allez pouvoir utiliser dans l'application sans forcément devoir aller les chercher dans une source. Est-ce que ça répond à votre question? Et si je complète aussi ça, quand vous allez par exemple autoriser l'utilisateur à mettre une image de son ordinateur et l'envoyer quelque part, l'image elle ira dans l'environnement de destination finalement, le système de destination, pardon. Donc concrètement, à part le fait que vous ayez uploadé des images via cette partie de média, les images ne sont pas stockées directement dans l'application. La comparaison des PC. Je vais passer entre guillemets assez rapidement parce qu'après on va être à court de temps pour pouvoir automate. Mais l'idée c'est que quand on va aller sélectionner un élément, alors au niveau de ma galerie, je vais avoir deux propriétés qui vont être super intéressantes. Les items, donc ça va être la source de données qui va vous permettre d'afficher les éléments. Donc là, tout simplement, on va chercher dans tous les ordinateurs, dont le constructeur est celui qui est sélectionné juste avant. Et on va avoir la propriété onSelect. Donc, qu'est-ce qui va se passer quand je vais cliquer quelque part sur mon élément? Ici, si je prends mon compare, okay, je vais sur ma propriété select rapidement. Voilà. Oui, c'était ça. Unselect, pardon. Où est mon collect? J'ai perdu mon collect. C'est sur le on-check. Ah, pardon, ok. Oui, autant pour moi. Bien vu. Merci, Joseph. En effet, là j'étais sur le on-select, donc le fait de sélectionner l'information. Mais là, vu qu'on est sur une checkbox, on a l'information de quand est-ce qu'on a coché ou pas l'élément. Et donc là, qu'est-ce qui se passe quand on clique sur ce compare? Tout simplement, on va aller, on a une liste d'informations locales à l'application. Donc, dès qu'on clôture l'application, ces données sont perdues, entre guillemets perdues. Et à chaque fois qu'on va cliquer sur le bouton, on va rajouter l'élément qui a été sélectionné dans cette collection. Donc, au fur et à mesure, là, on peut voir qu'aujourd'hui, à l'instant T, cette liste interne contient l'aspire U parce que c'est celui que j'ai sélectionné. Si je vais en sélectionner un autre ou deux autres et qu'on retourne sur cette case, on voit qu'ils ont bien été rajoutés à la liste que je vais réutiliser par la suite. Donc cette liste-là, en fait, si je vais dans l'onglet compare, c'est cette liste qui va me servir de source de données pour cette galerie finalement. Vous voyez, on retrouve ici l'élément de la collection. Est-ce que ça répond à votre question? Bon, n'hésitez pas à préciser si besoin. Mais alors, ça c'était pour la partie Canvas, donc présentation du studio assez rapidement. Qu'est-ce qu'on peut faire assez simplement depuis l'application, depuis le studio pour changer un peu le rendu graphique et des fonctionnalités. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais passer sur la partie pour Automate, donc ce qui nous sert justement à faire des automatisations, notamment dans l'application, de faire cette fameuse demande d'ordinateur qui va être gérée par Power Automate. Donc, on va avoir l'accueil. Vous pouvez voir sur la gauche que c'est similaire à la partie Power Apps.
Donc on retrouve des choses assez similaires comme le learn, les solutions, l'iBuilder, les data. Ça, c'est assez similaire. Ce qui va changer ici, c'est qu'on va avoir sur la page d'accueil d'autres choses. Donc là, vous pouvez voir qu'on a des approbations qui sont en attente. Quand on va cliquer envoyer ma demande d'ordinateur, ça va déclencher un flow finalement qui va faire une demande d'approbation. C'est pour ça qu'on voit les approbations. Ça, c'est les approbations, ça va être une fonctionnalité native de Flow qui vous permettent en quelques clics, je vais vous montrer un exemple par la suite, de mettre en place une demande, que ce soit une personne ou plusieurs, et de faire que votre process réagisse en fonction des réponses à ces approbations. Si c'est refusé, on va envoyer par exemple un email de refus. Si c'est accepté, on va envoyer un email de validation à la personne. Donc, c'est un peu ce qui va se passer dans notre exemple. Ensuite, on va avoir des templates, les différents connecteurs. Ça va être plus des informations autour de Flow, donc ce que vous pouvez faire. Je vais utiliser ce graphique pour expliquer un peu le fonctionnement du Flow. Donc un flow, c'est quelque chose qui va être déclenché. Donc ça va être la première case ici, ça va être Twitter, ça va être notre déclencheur. Donc ça peut être un déclencheur manuel, un déclencheur automatique ou un déclencheur qui va être programmé toutes les 5 minutes, toutes les heures, tous les jours en fonction de votre besoin à réaliser. Et chaque case qui va être en dessous, qui vont être en dessous, ça va être des actions finalement. Quand je reçois un new tweet, je vais aller faire l'action de vérifier si j'ai autant X followers. Si c'est le cas, je vais créer un enregistrement dans mon environnement Dynamics pour justement stocker des informations par rapport à ce tweet. Et enfin, je vais faire un ajout de cette personne dans une liste potentiellement marketing. Donc ça, c'est un exemple, mais l'idée, c'est vraiment qu'il y ait un déclencheur et des actions qui s'enchaînent ensuite. Ce qui va être intéressant encore sur cette dernière page, et après j'avance sur un peu du concret, c'est que vous avez à disposition plein de templates prédéfinis qui vous permettent de mettre en place des flows assez simplement et de façon rapide. On va passer sur celui-là juste après pour vous montrer qu'en 3 clics, je vais être capable de m'envoyer un mail et de sauvegarder les pièces jointes dans mon OneDrive sans faire quoi que ce soit en termes de personnalisation et de code, simplement. Si je reviens sur l'aspect approbation, alors on va avoir, ce qui va être intéressant, c'est qu'on va avoir plusieurs interfaces pour gérer ces approbations. On va avoir cette partie-là, donc où je vais pouvoir approuver la demande qu'on a fait juste avant. Donc approuver en mettant un petit commentaire. Oui, tu peux l'avoir. Donc je peux mettre un commentaire et ce commentaire va être utilisé par la suite dans la suite de mon flow. Donc on va aller voir ce que ça va donner par la suite. Vous allez avoir donc cette partie visuelle depuis le centre d'admin de Flow. Vous avez aussi une application Flow où vous allez pouvoir directement recevoir une notification sur votre téléphone pour répondre à ces demandes d'approbation. Vous avez aussi l'intégration avec Outlook qui est très sympa. Je vais vous montrer un des exemples. Ici, tout à l'heure, on a fait une demande. Donc, je reçois bien un mail en tant que destinateur, donc je suis Clément. Et ici, on a un petit résumé de ce qui a été demandé. Donc, quel est l'ordinateur, son prix. Le département informatique qui contribue à $80 par rapport au prix. Et mon utilisateur m'a dit j'aimerais bien avoir ce PC. Donc, basé sur ces informations, encore une fois, j'ai la possibilité d'approuver ou rejeter cette demande. Juste on a approuvé la demande et ça a renvoyé un mail à l'utilisateur. Bon, aujourd'hui, je suis l'utilisateur et l'approbateur en même temps, mais une fois l'approbation validée, l'utilisateur a bien reçu un mail en disant votre demande a été approuvée, on récapitule l'ordinateur qui a été demandé, on lui donne une date de livraison approximative, donc à peu près plus 14 jours par rapport à la validation par exemple, et le commentaire du manager donc, qui a dit qu'il pouvait l'avoir tout simplement. Dans la même logique, si Clément, il y a un refusé, retard important entre le discours et l'écran. Est-ce qu'on peut y remédier peut-être? Pardon.
Là, tu es toujours je vais sur essayer de- l'écran Multi-Step Flows, le premier que tu as montré. Ah, ok, d'accord. Attendez, je vais couper le partage et je vais remettre. Ouais. Autant pour moi. Est-ce que vous voyez mon écran maintenant? Pas encore. Ouais, pas encore. Toujours pas. Non, toujours pas. Parce que c'est mon Wi-Fi qui est pas. En fait, Clément, moi, je suis connecté sur 4G, car le Wi-Fi, le matin, c'était... Bah, il n'y avait pas de débit, en fait, du tout. Je peux essayer de switcher, mais ça veut dire que je reviens dans 10 secondes alors. Je me dépêche. Entre-temps, si vous avez des questions, vous pouvez les poser à l'oral ou bien à l'écrit. Ou bien une pause café. Là, normalement, j'ai repartagé mon écran. Vous me dites si c'est mieux. Ouais, c'est Oui, c'est bon. Oui, on voit ton écran. Ah, super, ok. Bon, désolé pour ce petit contretemps. Du coup, ce que je dis depuis tout à l'heure, vous n'avez pas pu voir les écrans, j'imagine. Donc, juste pour faire un petit récap, depuis le centre d'admin des flows, vous avez donc le centre d'approbation. Et ce que je disais, c'est qu'on peut approuver ou rejeter une approbation. Également, cette même capacité est intégrée dans Outlook. Donc, ce que je montrais juste avant, c'est qu'on a la possibilité de dire oui ou non à la demande, sachant qu'encore une fois, là, on a pris qu'un approve ou reject, mais on pourrait rajouter d'autres options en fonction du besoin. Et si je rejette, bon, il est trop cher. De la même manière, l'utilisateur va recevoir un email pour lui indiquer que finalement, attention, désolé, votre ordinateur n'a pas été approuvé avec le commentaire de l'utilisateur. Donc ça, c'est un flow qui est assez simple, on va dire, qui va se déclencher. Donc je vais vous le montrer tout simplement. Donc, le New Device Approval Request, ça va être le flow qui va être utilisé dans notre application. Donc si je l'ouvre, on va voir tout simplement, quand j'ai une demande qui a été faite depuis mon application, qui est stockée dans mon CDS, comme j'avais dit juste avant, on va faire une demande d'approbation. Donc ici, comment gérer cette approbation? Comme je disais juste avant, on a plusieurs possibilités de réponse. Ici, on est juste parti sur un approve reject tout simplement. On a décidé de personnaliser notre titre d'approbation, donc avec du texte, on va dire statique. Et ici, ce qui est intéressant, c'est qu'on peut récupérer des informations des actions ou des déclencheurs précédents. Donc ici, on récupère le nom de l'ordinateur qui a été stocké dans ma base de données. Le destinataire de cette approbation, pareil, il peut venir de notre source de données, mais il pourrait venir d'autres endroits en fonction de vos besoins, donc que ce soit le manager de l'utilisateur ou un collègue. On pourrait très bien les récupérer, le manager dans Office 365 de l'utilisateur qui a déclenché qui a fait la demande pour le remplir automatiquement. Et après, on va voir ici le contenu de mon approbation, donc ce qu'on a vu dans l'email, donc le texte, le nom de l'ordinateur, son prix, la contribution du département IT et le commentaire qui a été rempli par l'utilisateur dans l'application. Donc cette brique va déclencher ces fameuses demandes qu'on a vues, qui sont affichées, que ce soit dans les emails ou aussi dans le centre d'administration du flow. Et ensuite, ce qu'on va faire, c'est que on va faire une condition. En fonction de la réponse de l'approbation, si c'est une approbation, on va aller dans la partie oui, ou tout simplement, on va aller envoyer un mail, comme on l'a vu, avec le commentaire de la réponse à l'utilisateur. Donc, de la même manière que l'approbation, c'est assez simple. On dit
on doit définir à qui on envoie l'email. Donc ici, c'est la personne qui a fait la demande. On a défini un sujet assez statique. Et ensuite, dans le contenu de l'email, il récupère des informations de notre source de données et aussi des informations qui ont été remplies pendant la phase d'approbation. Donc ça, c'était l'exemple d'email d'approbation. Et dans la même logique, si notre condition, si le résultat de notre approbation n'est pas approuvé et donc rejeté, on envoie un email à l'utilisateur pour lui dire que sa demande n'a pas été approuvée. Donc, comme je disais tout à l'heure, ici, c'est notre déclencheur. Donc, quand un élément est créé dans notre source de données, le flow va se déclencher à chaque fois. Et ensuite, chaque action va se dérouler en fonction des critères et des personnalisations qu'on a mis en place. Ça, c'est l'exemple du flow qui est utilisé dans l'application Canvas que je vous ai montré juste avant. Une petite précision au niveau de l'interface ici, ce qui va être intéressant, c'est le flow checker. Je n'en ai pas parlé juste avant dans les Canvas Apps, mais on a l'équivalent. C'est quelque chose qui va vous montrer assez rapidement si vous avez des erreurs dans votre flow que vous ne comprenez pas forcément, et si vous avez des possibilités d'amélioration, donc potentiellement dans les warnings, ça va tout lister automatiquement ici, et ça va vous donner une vision d'ensemble de votre flow qui peut être plus ou moins complexe en fonction de ce que vous voulez faire, et donc de voir rapidement les endroits à corriger ou améliorer. Et bien sûr, vous avez la possibilité de faire des tests du flow sans forcément réouvrir l'application, faire une comparaison d'ordinateur, faire une demande. Vous allez pouvoir simuler le process finalement pour tout simplement le tester depuis cette interface-là et le corriger, l'améliorer pour faire, oui, on va dire du développement en continu. Donc ça, c'est Flow. Ce que je voulais vous montrer rapidement aussi, c'est en partant d'un template, pour vous montrer à quel point il y a des templates qui sont assez simples à utiliser et à mettre en place. Comme je vous disais, là, je vais simuler mon envoi d'un email et je veux que la pièce jointe soit sauvegardée dans mon OneDrive. Donc, en partant d'un template mis à disposition par Microsoft, je vais avoir un flow qui va être créé. Donc, je vais l'ouvrir rapidement juste pour vous montrer ce qui se passe. Mais à partir de ça va être mon déclencheur. Donc, à chaque fois que je vais recevoir un email dans ma boîte de réception, ce flow-là va être déclenché. Et à chaque fois que je vais recevoir un email, finalement, on va récupérer toutes les pièces jointes qui sont dans cet email. Donc, la boucle ici, c'est pour traiter chaque pièce jointe s'il y en a plus qu'une. Et tout simplement, on va aller créer un fichier dans OneDrive. Tout simplement. Donc là, alors, si en parallèle, je vais juste m'envoyer un petit mail. Avec un peu de chance, il va arriver le temps que j'aborde les derniers points. Donc là, je me suis envoyé un mail de ma boîte Javista à ma boîte mail de démo. Là, vous voyez que j'ai bien reçu mon email avec une pièce jointe. Et là, théoriquement, si tout se passe bien, il peut y avoir un petit moment de latence dans le déclenchement du flow. C'est pas toujours de l'instantané. On va avoir, voilà, comme vous voyez, mon fichier que j'ai attaché à mon email qui a été stocké dans un dossier arbitrairement, j'ai voulu nommer email attachment from flow et ça m'a créé donc ma pièce jointe directement dans OneDrive si je vais pouvoir m'en resservir par la suite. Alors, encore une fois, comme les Canvas, c'est très rapide, mais c'était pour vous montrer un peu les capacités de flow. Donc, dans la même idée que Canvas, juste pour vous montrer rapidement, il y a un nombre incalculable de connecteurs disponibles. Alors, ils ne sont pas forcément tous affichés, on peut les chercher. Hein. Si je veux du SharePoint, je vais avoir tout ce qui est lié en fait, je vais avoir tout ce qui est visible en fonction de mes potentielles licences. Donc là, si je voulais aller chercher ce qui se passait sur mon OneDrive, il veut pas, il n'a pas envie. Il faut juste cliquer sur All, Clément.
Tu affichais uniquement les premiums. Ah, autant pour moi. Merci. Merci. Et le stress de la présentation. Donc, vous voyez, on a pour OneDrive des différentes possibilités. Et après, on a différentes actions prédéfinies qui vont permettre de faire des traitements, des récupérations d'informations. Et on a ça pour une multitude d'outils proposés par Microsoft et non Microsoft, dont les connecteurs existent. C'était très rapide, très comment dire, compact. J'espère que j'ai pas été trop vite ou j'ai réussi à être assez clair pour vous. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Sinon, Thierry, je te laisse la parole pour conclure cette partie. Alors, merci Clément. C'est Armand qui va prendre un peu la parole Autant pour moi. avant de conclure. Merci Clément pour cette présentation. Donc, dites-moi si vous voyez mon écran. C'est bon, Armand. Ok, donc là, un petit retour d'expérience avant de clôturer avec Thierry. Donc, ce qu'on a vu, ce qui fonctionne très bien avec les clients, c'est lorsqu'on suit les étapes suivantes pour la réalisation d'un projet Power Platform. Donc, comme la Power Platform, donc ça répond aux 20% qui restent pour coller vraiment à vos besoins, aux besoins des utilisateurs finaux sur les terrains, etc. Donc, on voit que la partie immersion avec les utilisateurs finaux, c'est vraiment essentiel pour vraiment comprendre leur cas d'usage, leurs contraintes, etc., pour pouvoir designer une app qui répond exactement à ce qu'ils ont besoin. Donc, ça, c'est du design thinking, beaucoup d'empathie, des observations, des entretiens avec les utilisateurs finaux pour les comprendre. Et puis, on passe vers une phase de conception durant laquelle on peut donc prototyper plusieurs modèles UX et UI et aussi choisir les bonnes technologies qu'il faut utiliser pour résoudre ce problème ou bien répondre à ses besoins. Donc, décider entre les model-driven et les Canvas apps, décider entre est-ce qu'on utilise des briques Azure ou pas, est-ce que les métiers peuvent faire tout seul ou bien on a besoin d'un coup de main de la part de l'IT ou bien d'un prestataire, etc. Et puis, la réalisation, toujours en agile, en itératif. Donc, tester avec ses utilisateurs finaux. Est-ce qu'on est sur le bon chemin? Est-ce qu'on est en train de créer, de réaliser une app qui répond vraiment à ses besoins ou pas? Et on essaie de corriger avant donc en passant par des MVP, par des petits POC, etc., avant d'arriver à la release de l'application en prod. Donc, pour les clients, donc pour les plus grosses structures, disons, qui ont beaucoup d'utilisateurs, là où ils voient que les Power Apps sont en train d'être utilisés par tout le monde, etc. On peut imaginer une Digital Factory. Donc, vous pouvez mettre en place une Digital Factory qui se compose de 6 briques, disons. La première brique, c'est de la readiness. Donc, à n'importe quel moment, il y a des formations que vous pouvez donner à vos utilisateurs finaux, à vos métiers, pour qu'ils savent comment interagir avec cette plateforme, comment créer des apps, des workflows, des automatisations, des chatbots, etc. Et puis, on peut donc avoir les mêmes briques que pour un projet. Donc, de cette façon, la Digital Factory en interne chez vous peut accompagner les utilisateurs finaux durant les phases de découverte, d'immersion, de la conception de la solution et de la réalisation en agile. Et puis aussi, donc d'un point de vue pur IT, vous pouvez aussi, à travers des tableaux de bord préconçus, à travers des workflows préconçus, offrir du support et monitorer un peu ce qui se passe dans votre société, dans votre entreprise. Donc, gérer les tickets avec Microsoft, gérer les tickets avec les utilisateurs finaux, etc.
Et puis, donc, gérer le cycle de vie des applications. Donc, quelles sont les applications qui sont les plus utilisées, dont l'IT doit reprendre la main dessus pour les améliorer, pour les intégrer avec les systèmes existants, etc. Et aussi, donc, d'un point de vue administration et gouvernance, donc s'assurer que la sécurité est bien appliquée, on n'est pas en train de se connecter à travers une même app vers notre ERP, là où il y a des informations essentielles pour notre société, confidentielles, et en même temps, on est connecté à Twitter, par exemple, pour qu'on puisse partager des informations sur les réseaux sociaux par erreur. Donc là, tout ça peut être géré à travers le DLP, il y a des outils que Microsoft offre dans cette Power Platform pour que l'IT puisse gérer la gouvernance et l'administration de la plateforme, tout en laissant la liberté, comme j'ai dit au début, aux métiers à développer leur propre app en toute sécurité, etc. Donc voilà deux idées que vous pouvez utiliser pour réussir vos projets Power Apps. Power Apps et Power Automate, Power Platform en tout. Est-ce qu'il y a des questions avant que je passe la parole à Thierry pour clôturer? Il y a plutôt des questions techniques. Pour les évolutions des apps développées, donc sur le portail, donc dans le studio, disons, de Power Apps, Microsoft pousse des news pour donc, dire aux développeurs il y a une telle fonction qui va se déprécier, il y a ces nouvelles fonctionnalités, etc., qui vont rentrer en vigueur. Donc ça, c'est Microsoft qui les pousse. Et puis aussi, dans le cadre de la Digital Factory, on peut imaginer aussi des pages qui donc se connectent en RSS ou bien aux communautés Power Apps pour aider sur ces sujets-là. Pour garder les makers, on dit, ou bien les power users, au courant de ce qui se passe dans ce domaine, qu'est-ce qu'il y a comme nouveauté, etc. Pour le connecteur AD en mode lecture-écriture, je sais qu'en mode lecture, oui. Écriture, je ne sais pas. Est-ce que tu es au courant de ça? Tu l'as déjà utilisé, Clément? Alors, j'ai pas envie de dire de bêtises, mais en écriture, je suis pas sûr que ça soit possible. Mais je vais vérifier et je pourrai revenir vers vous avec la réponse. Super, merci. D'autres questions avant de passer la main à Thierry? Il y avait une question avant, Clément, je ne sais pas si tu as répondu durant ta présentation. Comment mettons ensuite ce flow à disposition de tout ou partie des utilisateurs de son organisation? J'ai fait une petite réponse à l'écrit. Ah d'accord, ok. Non, j'étais en train d'écrire, pardon. La réponse arrive. Des tutorials. Je crois qu'il y a des tutorials en public. Clément, tu as une idée? Alors, des tutoriels, je pense que vous avez des dizaines, peut-être des centaines même, de personnes qui font des vidéos sur YouTube pour expliquer comment. Alors,
c'est pas forcément du Microsoft officiel, mais c'est vraiment des cas concrets de je veux créer, il y a souvent l'exemple d'une application de notes de frais, comment je peux la faire de bout en bout. Il y a des vidéos YouTube qui sont présentées par d'autres personnes de la communauté. Après, vous allez avoir les templates, comme je disais tout à l'heure, dans l'interface d'accueil de Power Apps, qui va vous permettre d'un peu les voir comment ont été créées les différentes briques et les différents éléments. Donc, pour vous familiariser avec les possibilités de l'outil, en utilisant le lien Learn, ça va vous envoyer vers notamment la page de la communauté où vous pouvez poser des questions. La communauté est vraiment très active. Généralement, il faut attendre une demi-heure, 1 heure maximum pour avoir une réponse en fonction de la complexité de la question, évidemment. Mais la communauté est vraiment active et il y a beaucoup de partage de connaissances et de problématiques entre les utilisateurs. Il y a aussi des liens vers la documentation Microsoft, donc concrètement, comment utiliser une fonction, telle fonction pour faire cette action, quelle propriété je dois utiliser pour changer ce rendu graphique sur mon élément dans mon application, enfin ce genre de choses. Donc, au niveau on va dire des training materials, il y a vraiment une bibliothèque énorme à disposition. On pourra vous envoyer des liens d'exemples si vous le souhaitez, mais en quelques clics sur Google, vous allez facilement retrouver votre besoin spécifique par rapport à ce que vous allez chercher finalement. Une autre question nous a été posée sur Cegid. On peut préciser en fait l'outil. Si l'outil dans un contexte particulier, c'est le gros ERP de Cegid qui s'appelait précédemment Caliac, on peut avoir, sans développer un connecteur custom extrêmement complexe, il y a des appels de procédures stockés, éventuellement il y a voir la réutilisation en fait du module de Caliac qui s'appelle Xlink, par exemple. J'ai une réponse concernant le connecteur AD. Donc, il y a un connecteur Azure AD qui est en lecture-écriture. Donc, on peut créer des utilisateurs, des groupes, etc. Mais AD on-prem, je crois qu'il faut avoir un connecteur custom pour le faire. C'est pas disponible. On va conclure. Si vous en êtes d'accord, Armand, Clément, des choses à ajouter? Est-ce que les flows sont stables? Clément, je te laisse répondre. Alors, qu'est-ce qu'on entend par stable? Non, blague à part, oui. Une fois que le flow est bien configuré et a bien été paramétré, notamment en faisant des tests ou autres, il ne va pas s'arrêter de tourner parce que vous avez, une semaine après, il y a eu potentiellement un énorme changement de Microsoft. Après, s'il y a changement de Microsoft qui impacte potentiellement votre flow, ils font des annonces assez régulièrement par email ou même par le centre de le centre de notification d'Office 365 pour un peu expliquer les impacts qu'il pourrait y avoir sur les prochaines nouvelles versions de fonctionnalités ou de l'application en elle-même. Donc, alors si en effet la plateforme plante, alors est-ce que je ne sais pas si c'est déjà arrivé, mais en fait, quand vous déclenchez un flow, côté MS, ils ont, on va dire, une espèce de file d'attente de tous les flows qui vont être déclenchés. C'est pour ça que ça peut arriver qu'en fonction de l'action et de l'utilisation des flows, ils peuvent mettre une demi-seconde à se déclencher, comme potentiellement 3 secondes ou 5 secondes. Du coup, si
le serveur qui gère cette file d'attente, on va dire, plante côté MS. Alors, je m'avance peut-être, mais j'ose imaginer qu'ils ont un endroit qui contient ces données de façon répliquée pour retraiter les flots. Je pourrais essayer, encore une fois, creuser le point et vous faire une réponse un peu plus précise, on va dire. Mais à partir du moment où le flow est déclenché ou en attente, je pense qu'il y a quelque chose qui permet de le relancer. Alors oui, en attente, vous avez une action qui s'appelle le délai. Donc ça peut être des délais assez statiques, comme attendre 5 minutes, attendre 10 minutes, ou un peu comme dans la même idée que les approbations, tant qu'il n'y a pas eu un élément qui a été modifié sur mon enregistrement, par exemple, tant qu'une date n'est pas atteinte, le flow peut être en attente, en effet. En fait, on va essayer de mettre tous ces échanges-là en format FAQ et vous les communiquer peut-être après la session. Très bien, merci à tous. Nous vous remercions pour votre attention. On espère que ce webinar, dans des conditions inédites dans cette crise du Covid-19, a néanmoins permis de vous apporter de la valeur, de la connaissance et a répondu à vos attentes. À mon tour de vous poser une petite question, à savoir est-ce que ce webinar vous a plu ? Et la deuxième question, c'est est-ce que ce format webinar, pour approfondir vos connaissances, vous conviendrait ? Parce que dans notre idée, ça serait d'en organiser un, je dirais, à horizon peut-être 10 avril. Voilà. Vous avez ça en avant-première. Pour conclure, je vais juste vous repartager 2 slides pour vous rappeler le contenu. L'idée, c'est de vous rappeler que cette techno Power Platform va vous permettre de réaliser des apps très rapidement, des apps dites simples, des apps un peu plus complexes au design beaucoup plus abouti et des apps vraiment bien abriquées avec de la techno intelligente, notamment en consommant des services intelligents Azure. L'idée pour nous aussi, c'est s'il y en a qui veulent rester un peu avec nous en ligne, c'est peut-être d'échanger sur des cas d'usage que vous auriez déjà détectés dans vos organisations. Donc, n'hésitez pas à me solliciter, à solliciter Armand, par exemple, pour discuter de ces cas d'usage. Voilà. On espère encore une fois que vous avez passé un bon moment, que ce moment vous aura apporté de la valeur. Et pour ceux qui veulent rester, n'hésitez pas à rester en ligne et à nous poser vos questions.
Merci à tous. Il y a Ouais, une Armand. question. Oui. Si je crée une app avec un connecteur SQL Premium et que je partage l'app aux autres utilisateurs non Premium, pourront-ils l'utiliser? Non, malheureusement, non. Il faut donc, lorsqu'on utilise quelque chose de Premium, il faut que l'utilisateur ait accès. Donc, ou bien avoir les licences à travers les licences Dynamics, ou bien avoir des licences standalone. Les deux licences standalone de Power Apps donnent accès au connecteur premium et standard. Donc, vous avez ce problème uniquement à travers les licences Office qui sont embarquées dans Office, disons. J'ai répondu à la question? De rien. Une deuxième question, faut-il maîtriser un langage de programmation pour développer des apps ou des flows? Donc, tout d'abord, donc pour les apps, c'est comme Excel en fait. Il faut savoir les fonctions. Il n'y a pas besoin de maîtriser un langage. C'est pas un langage, c'est pas du C Sharp, c'est pas de l'HTML, c'est pas du JavaScript. C'est l'usage des formules de Power Apps. Concernant Flow, donc non, il n'y a pas de. Donc la majorité des flows sont créés par du glisser déposé. Donc, maintenant, comme j'ai dit dans ma présentation, la Power Platform, elle est donc ciblée pour les citizen developers, donc les métiers. Donc, ils ne doivent pas savoir coder pour réaliser des flows, etc. Mais ça peut aller beaucoup plus loin. Donc, même les développeurs pro peuvent développer sur la Power Platform. Donc, dans ce cas, pour aller beaucoup plus loin qu'un utilisateur métier, oui, on peut utiliser pour des flows, pour créer des custom actions. Là, on utilise des langages connus dans le domaine du développement. Mais c'est pas nécessaire pour développer n'importe quel flow. Donc, les métiers peuvent le faire sans développement. Pour la dernière question, création d'un connecteur personnalisé. Donc, pour le connecteur personnalisé, c'est pas du développement, c'est plutôt un paramétrage un peu avancé. Donc, l'IT, les développeurs IT peuvent le faire, ou bien les personnes de l'IT peuvent le faire. C'est pas nécessaire d'avoir un pro développeur. C'est pas du développement sur Visual Studio. S'il y a déjà, donc si le système auquel on doit se connecter offre déjà des API, s'il n'offre pas des API, là, oui, on a besoin d'un développeur pour développer ce connecteur. Est-ce que j'ai répondu à la question? Sachez juste qu'on peut faire beaucoup de choses, vraiment beaucoup de choses, sans développement. Donc, on n'atteint pas très facilement le seuil où il faut avoir recours à un développeur. D'autres questions? Si c'est plus simple pour vous, n'hésitez pas à utiliser le micro. Sur cette dernière question, on va conclure. Merci à tous.
Merci à tous. Bon week-end. Oui, à tout à l'heure, Armand. Exactement.